Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, merci de nous retrouver sur Vox Africa. Nous poursuivons ce soir notre série consacrée à la monnaie avec cette fois-ci une interrogation sur le franc CFA et notamment sa relation avec la France. Jusqu'ici, depuis 1965, qu'a donné comme résultat la coopération, en tout cas la garantie apportée par la France sur le franc CFA? Quels sont les impacts économiques? Est-il possible de changer de paradigme? C'est l'objet de cette édition de l'Intelligence du Monde sur laquelle nous nous appuyons essentiellement sur la lettre qu'a adressée M. Babi Sakana au président de la CEMAC. Donc voici une téneur. D'entrée de jeu, je me retourne directement vers vous, M. Babi Sakana. Vous évoquez dans votre lettre trois parties. En fait, la lettre, elle a trois parties de manière globale. La première partie est consacrée sur le bilan de la coopération entre la France et les pays de la CEMAC, particulièrement pour l'Afrique centrale. De manière d'emblée, quel est le bilan en fait que vous faites de la coopération entre la France? Je ne sais pas si c'est une coopération, mais en tout cas, cette relation, quel est le bilan que vous en faites? Disons que globalement, le bilan, il est, je pourrais dire, largement mitigé. Donc je ne le dis pas de simples déclarations. Vous savez, en économie, les choses sont quantifiées et mesurées. C'est à travers donc des indicateurs précis qu'on peut vraiment apprécier l'état, vous voyez, de cette relation. La France a considéré que les pays africains n'avaient pas la compétence, ils n'avaient pas le savoir-faire, ils ne connaissaient pas grand-chose à la monnaie. Et elle a donc structuré volontairement, vous voyez, des accords qu'elle a appelés monétaires pour dire que c'est des accords d'aide. L'aide monétaire, c'est-à-dire l'aide à la gestion monétaire. Sous-entendu que les pays d'Afrique noire, en particulier l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, plus le Cameroun, n'avaient pas les compétences pour gérer eux-mêmes. Et vous savez que le motif en fait fondamental, c'était qu'ils ne voulaient pas justement que ces pays aient leur indépendance pour qu'ils puissent gérer leurs affaires, contrairement à ce qu'ils ont fait pour l'Afrique du Nord, ou le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, tous ces pays, immédiatement à l'indépendance, ont créé leur banque centrale, ont rompu le lien, vous voyez, contractuel avec la France. Et pour nous, ils ont donc considéré que, vous voyez, c'était une technique pour garder la main sur le contrôle un peu sur nos activités, qu'ils vont nous assister pour gérer notre banque centrale. Et cette assistance, donc on dit coopération, c'est quand on évalue donc, quand on l'évalue actuellement pendant les 60 ans, on voit qu'on a fait, je pourrais dire, quasiment un recul, si on regarde, vous voyez, les ratios, que ce soit en termes de masse monétaire, c'est-à-dire le volume d'argent qui circule dans l'économie, donc qui est comme le sang. Normalement, quand vous avez suffisamment de sang, vous vous sentez bien. Maintenant, si vous êtes anémié, c'est évident, ça se voit. Donc, nos pays sont des systèmes économiques anémiés du point de vue monétaire. Voilà. Et donc, l'indicateur qui est le plus critique, c'est celui du crédit à l'économie. Parce que, justement, en fait, on en reviendra de manière beaucoup plus structurée. Je me retourne vers vous, docteur Simodjom. La France, en tout cas suivant les accords économiques qui lient les pays de la zone CEMAC en particulier et l'Hexagone, se présente comme étant la garantie monétaire. Il y a eu la crise en 1994. Comment est-ce que cette garantie s'est manifestée? Ou bien se serait-elle manifestée? Au terme de la convention monétaire qui lie la France aux pays de l'UMOA, pour ce qui concerne l'Afrique française, l'Afrique de l'Ouest et l'Union monétaire de l'Afrique centrale, l'UMAC, pour ce qui concerne les 6 pays de l'Afrique centrale, il est attendu de la France d'intervenir
en situation de tension de trésorerie lorsque les positions extérieures des pays concernés, des pays africains concernés, ne leur permettent pas d'importer. En ce moment-là, la France est censée prêter des devises pour leur permettre d'opérer leurs importations. Il s'avère que dans les années 93, la position extérieure de la BEAC était quasi nulle. Donc, il n'y avait plus moyen pour les pays de l'Afrique centrale, les pays de la CEMAC, d'importer. C'était la même situation, à quelques exceptions près, pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA. Et en ce moment-là, au lieu de prêter des devises à ces pays pour leur permettre d'importer, la France a plutôt dévalué. Et la dévaluation, c'est une option qui l'arrangeait, parce qu'à partir de ce moment-là, les multinationales occidentales qui sont implantées dans ces zones, dans ces deux zones, ont la possibilité d'importer moins chèrement. Et on a également assisté à des mouvements de capitaux parce que la dévaluation s'est orchestrée dans la discrétion totale. Mais il y a des acteurs qui étaient au courant. Donc il y a eu des mouvements de capitaux à partir de ces zones vers l'extérieur. Et une fois la dévaluation actée, ces capitaux sont revenus et leur valeur a doublé. Donc la dévaluation a profité à certains acteurs. Elle n'a pas profité aux petits producteurs, elle n'a pas profité aux planteurs parce que les exportations sont devenues plus chères. Elle n'a profité qu'à cette minorité constituée par les multinationales et peut-être des fonctionnaires qui étaient informés de ce qui allait se passer. Récemment encore, la CEMAC a connu une période de tension de trésorerie. Et c'était en 2016, lorsque les positions extérieures étaient en difficulté et qu'il n'y avait plus qu'un mois, 1,9 mois d'importation que l'on pouvait assurer dans ces pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois de plus, au lieu de prêter des devises, la France a tenté une deuxième fois de dévaluer. Malheureusement, cette fois-ci, c'était avec peu de succès, je veux dire sans succès. Elle n'a pas pu dévaluer. Et elle s'en est remise au FMI qui a signé des accords pour des appuis budgétaires à l'endroit de ces pays. Donc en temps réel, la France n'a jamais... de facilité, là, voilà. En temps réel, la France, la monnaie de ces pays se garantit par leurs propres efforts. Donc il n'y a pas de garantie. Cette garantie de la France est une garantie nominale. Les Français le disent eux-mêmes. Ils n'ont jamais nié que sur le plan factuel, la France a eu très peu d'occasions d'intervenir, a eu plusieurs occasions pour intervenir, mais elle a agi très peu. Donc aujourd'hui, cette garantie ne se justifie pas sur le plan empirique, puisqu'on a très bien vu comment la monnaie de ces pays se garantit par les efforts budgétaires de ces pays. Donc aujourd'hui, nous dit qu'il y a besoin de garantie, c'est beaucoup plus de l'influence. C'est beaucoup plus une manière de paternalisme. Qui garantit le CEDI? Qui garantit le Naira? Qui garantit la monnaie de l'Afrique du Sud? Qui garantit l'euro? Qui garantit le dollar? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de garantir la monnaie des pays de la CEMAC ou bien la monnaie des pays de l'UEMOA? Voilà, vous évoquez deux cas majeurs, la crise financière des années 90 et tout récemment encore, on a vu la garantie française, vous dites, a été sinon défaillante, quasiment absente. Je me retourne vers vous, Monsieur Babi Sakana, pour questionner justement les performances du dispositif de la BCA, de la banque centrale. D'abord BCEAC, si je ne me trompe, et qui est devenu par la suite la BEAC de 65 à 2020. On a quelques indicateurs, notamment la masse monétaire, vous l'avez évoqué, mais aussi le crédit à l'économie. Pour ce qui est de la masse monétaire, on se rend compte qu'en 1965, elle était de 14,5% du PIB. En 2020, elle n'a progressé que pour s'installer, que pour se stabiliser à 26,9% du PIB. Lorsqu'on sait que la norme, c'est 100% et que les autres pays d'Afrique subsaharienne étaient pratiquement à 38,7% du PIB. Il en va de même pour les crédits à l'économie qui, en 1965, étaient à 15,6% du PIB. En 2020, un point pour gagner et arriver à 16,4% du PIB. Tandis que les autres pays de l'Afrique subsaharienne étaient à 24% du PIB, lorsqu'on sait encore que la moyenne, l'objectif en tout cas, c'est 100%. Comment vous analysez ces performances-là?
Donc, il est absolument clair que les économies, en tout cas pour la CEMAC, il y a un assèchement en fait du crédit. Et on n'a quasiment pas bougé des années 60. Quand on est à 65, on est à 15%. En 2020, on est à 16%. C'est-à-dire qu'en fait, on est au même niveau d'une situation extrêmement de répression financière. Vous savez que quand une économie, on n'a pas accès au crédit, les gens doivent trouver d'autres moyens possibles pour financer leurs activités. Et dans le cas des économies normales, vous voyez, c'est-à-dire qui sont performantes, il faut qu'il y ait suffisamment de crédit, vous voyez, pour que la productivité, vous voyez, de toute activité qu'on fait soit plus élevée et qu'on produise beaucoup plus. Donc, on est en situation d'une rareté structurelle de crédit qui est permanente. C'est pour ça que dans nos zones rurales et tout ça, on n'a jamais vu de banque. Et le taux de bancarisation ajouté à ça, et qui confirme effectivement la rareté, c'est qu'on est entre 3 et 7%, vous voyez, de la population qui a à partir de 15 ans en montant. Donc, ça veut dire que même les comptes bancaires, il y a un très petit nombre de personnes qui ont accès, vous voyez, à l'ouverture des comptes. Ce qui veut dire que la Banque centrale ne se préoccupe pas vraiment, vous voyez, du fonctionnement de l'économie, de la circulation de sa monnaie, qui devait être entre les mains de tous les acteurs, que tout le monde devait pouvoir accéder au crédit et suivre la discipline monétaire. C'est-à-dire que quand on te donne un crédit, il faut travailler pour rembourser. Parce qu'il n'est pas question qu'on te donne le crédit et tu commences à jouer avec. Et donc, dans la mécanique consiste à dire que lorsque tu es mauvais débiteur, on te sanctionne. C'est là, à ce moment qu'on t'exclut du système de financement parce que tu te comportes mal. Donc, toutes les personnes qui ont un comportement régulier, qui ont une réputation de leur signature, doivent avoir accès au crédit. C'est pour ça que dans les autres pays, on vous cherche, même les étudiants, on leur donne du crédit, parce que c'est le moyen qui permet aux gens de disposer des ressources qu'on n'a pas pour pouvoir changer sa situation. Donc, globalement, la Banque centrale c'est-à-dire de la BEAC a des performances extrêmement faibles. Et ce qui indique donc qu'en 60 ans, vous voyez, même si quelqu'un voulait vous aider, c'est-à-dire qu'il voulait vous former, 60 ans, ce n'est pas comment comment on est si médiocre pour qu'on ne comprenne pas, c'est-à-dire le métier de banque centrale. C'est un métier simple, hein? Il n'est même pas plus compliqué que l'armée. C'est-à-dire, oui, quand on fait la défense, vous pouvez perdre votre vie parce que vous êtes sur le terrain, mais les banquiers, ils sont dans les bureaux cossus et tout ça. Il n'y a aucun risque. Donc, il est absolument clair que, tel que Simon disait tout à l'heure, mais on n'a pas besoin d'une garantie. Vous voyez, et parce que c'est ça l'instrument clé que la France brandit, en se disant que vous êtes médiocre, vous êtes faible, donc je vous couvre. Mais cette couverture, la manière dont il l'exprime, indique justement que c'est l'apparat. Parce que eux, dans leur conception, c'est l'apparat. Tu ne peux pas dire garantie illimitée, vous voyez, je couvre de façon inconditionnelle. Garantie illimitée et inconditionnelle. Et ils ont clairement indiqué, donc, en analysant, parce que les Français y connaissent, le risque qu'ils couvrent, c'est le risque que les réserves extérieures de la banque soient négatives, soient zéro. Et à ce moment-là, on va donc faire recours à la France pour prêter, hein, pas gratuit, pour prêter avec des taux d'intérêt. Or, à chaque fois que, justement, les réserves baissent, vous voyez que c'est parce que l'économie ne fonctionne pas bien. Donc, on a structuré les choses qu'on ne puisse pas justement se développer, parce que dès lors qu'on aura des problèmes de devises, vous voyez, on fait des politiques pro-cycle. C'est-à-dire, si tu descends, on t'accompagne à la descente. Alors que chez les autres, on fait la politique contracyclique. C'est-à-dire, c'est quand
vous descendez, qu'on fait les politiques de relance. C'est là qu'on met la monnaie au service de la relance. Mais la mécanique qu'il y a dans les statuts de la BEAC et les accords de coopération sont organisés pour montrer que nous ne sommes pas capables. Et ça s'est installé même vraiment dans l'esprit des dirigeants de nos pays, de sorte qu'ils se disent que non, la Banque centrale, c'est trop compliqué. Vraiment, on ne peut pas. Nous, ce qu'on dit à l'heure actuelle, en regardant le monde, il n'y a aucun autre pays qui garantit la monnaie d'un autre. Parce que ça ne veut rien dire. Et techniquement, quand tu garantis la monnaie de quelqu'un, ça veut dire que partout où on va vouloir changer cette monnaie en une autre devise, tu vas assurer. Vous voyez, oh, ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que nous considérons qu'en clarifiant le risque qui est couvert par la garantie, on peut savoir quelle est la portée de cette garantie. Et dès lors que cette portée, et ce n'est pas c'est-à-dire ce type d'instrument que les banques centrales utilisent dans le monde lorsqu'on a même une insuffisance de trésorerie, de liquidité. Voilà. Docteur Simodjom, j'ai une question en fait que je voudrais vous soumettre. Est-ce qu'on a des raisons de penser que si on avait eu un autre système financier en dehors de la banque centrale BEAC telle qu'elle fonctionne actuellement avec la garantie française, est-ce qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats? On a évoqué tout à l'heure une masse monétaire ainsi qu'un crédit à l'économie quasiment mauvais. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que dans un autre système, sous une autre forme, on aurait mieux performé? Le dispositif engendre la répression. Ce n'est pas un accident. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas trompé en chemin. C'est les statuts qui limitent l'action de la Banque centrale à la stabilité. La Banque centrale a pour fonction d'assurer la stabilité des prix. Une cible d'inflation à 2%, c'est la mission de la Banque centrale au terme de ces accords de coopération. Alors, nous nous posons la question de savoir en ce moment si la Banque centrale avait eu d'autres objectifs. Supposons une marge de manœuvre d'inflation de 10%. Ou alors, si les crédits avaient été distribués au sein de l'économie, en moyenne, pendant les 60 dernières années, en moyenne à un taux de 70% du PIB, on aurait un résultat largement différent. Absolument. Regardez le Nigeria, c'est avec 10% d'inflation que le Nigeria a fait 670 milliards de PIB en 2020. Là, le Nigeria a 3 fois le PIB de tous les 8 pays de l'UEMOA qui ont une cible d'inflation de 2%. La masse monétaire qui circule dans l'économie, la plupart des pays africains, c'est au-dessus de 50%. Ouais. Au-dessus. Dans des pays comme la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Algérie, on se situe autour de 80-90%. Et la moyenne, nous avons dit que la cible, c'est 100%. Mais la moyenne, c'est au-delà de 130%. Il y a des pays qui sont à 160%. Ouais. Donc, sans crédit, le crédit, c'est comme le sang. Pour l'économie, le crédit, c'est comme le sang pour l'organisme. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, comme le disait Babi Sakana, vous asphyxiez. L'économie asphyxie. On aurait normalement eu un meilleur résultat parce que l'argent aurait circulé. On aurait pu instaurer la discipline pour que des gens remboursent. Maintenant, on aurait pu avoir des problèmes d'indiscipline, des problèmes de corruption, des problèmes de gouvernance, mais ça n'a rien à voir avec la gestion monétaire. Aucun peuple au monde n'a l'apanage de la gestion monétaire. Il n'y a pas un peuple au monde qui peut dire c'est l'autre, c'est moi qui peux gérer la monnaie de l'autre. Ça n'existe pas. C'est quelque chose de relativement simple. Les politiques économiques visent 4 objectifs. Et ces 4 objectifs doivent former ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Kaldor. Il y a mais pourquoi est-ce que dans notre zone, c'est seulement la stabilité des prix? On n'a pas la croissance, on n'a pas la balance extérieure la balance commerciale. On n'a pas. Donc, écoutez, on pouvait avoir de meilleurs résultats et nous pensons que ce n'est pas fatal. Nous sortirons de cette servitude volontaire parce qu'il s'agit d'une servitude volontaire. Pourquoi? Parce que
vous avez vu, avec le rappel de Babi Sakana, des pays comme la Tunisie, l'Algérie, Madagascar sont sortis de ce dispositif de servitude parce que tout le monde était d'accord. Le problème avec nous, c'est qu'il y a des gens parmi nous, il y a des Africains qui ne sont pas d'accord avec eux, qui sont d'accord avec le dispositif. C'est pour ça qu'on parle, depuis Tunjan Premier, de servitude volontaire. Ça veut dire que la France met en place ce système et le fait perdurer grâce à certains Africains qui acceptent de jouer un jeu positif au sein de ces dispositifs. Mais ces Africains sont minoritaires. Et le temps qui passe les met davantage en difficulté. Voilà, vous évoquez des Africains. Je voudrais ici vous soumettre un extrait. C'est celui de Malamine Mohamed. C'est un, on va dire quoi, un défenseur peut-être du franc CFA. De toutes les façons, il dit les réserves de change détenues par la BCEAO et la BEAC ont déjà été monétisées pour l'essentiel en franc CFA et cette contre-valeur créditée dans les comptes des agents économiques privés ou de l'État. Autrement dit, lorsqu'une société résidente dans l'UEMOA ou la CEMAC rapatrie les recettes d'exportation via sa banque, celle-ci cède les devises respectivement à la BCEAO ou à la BEAC qui les loge dans un compte extérieur et crédite le compte de cette banque tenu en francs CFA dans leurs livres. De même, lorsqu'un État bénéficie d'un concours extérieur, le bailleur cède les devises à la BCEAO ou à la BEAC qui leur verse tout la contre-valeur en francs CFA en audit de l'État. Ouais. Une réaction peut-être? Non, en fait, le mécanisme là, il n'y a rien de particulier dedans, sauf que la BEAC ne peut donc pas utiliser ses avoirs extérieurs librement, parce qu'elle est obligée de déposer une partie, actuellement 50%, au Trésor français, qu'il considérait comme une caution, c'est-à-dire une garantie, une contrepartie de la garantie. Et vous avez vu que les Français eux-mêmes, à partir de la réforme d'Afrique de l'Ouest, disent que ce n'était pas justifié qu'on puisse faire les dépôts auprès du Trésor français. Ils ont maintenant reculé, alors que c'était l'argent qu'on prenait, de réserve obligatoire. Donc tu déposes parce que je garantis tes affaires. En plus, donc, du fait que si jamais, c'est-à-dire il te manque l'argent, moi je te donne. Mais quand tu déposes une bonne partie chez moi. Au début, c'était 100%. 100%. On a réduit à 65, puis à 50. Comment vous pouvez accepter qu'un autre pays stérilise 50% de vos avoirs extérieurs, c'est-à-dire obligatoirement chez lui, dans un autre État? Ce n'est même pas une autre banque centrale. C'est ça, ce qu'il explique là. Il ne comprend pas les conséquences. C'est que lorsque une banque centrale a ses avoirs extérieurs, elle est libre de les placer en fonction des opportunités de rendement des différents actifs. Elle peut acheter les obligations de tel pays ou tel autre. Elle peut même acheter les obligations des pays africains qui ont des taux de rendement beaucoup plus élevés. Vous comprenez? Et là, la gestion des avoirs extérieurs peut être plus rentable parce que la Banque centrale est libre de placer les avoirs extérieurs là où c'est approprié. Docteur. Alors récemment, il y a un mois ou deux, je pense que c'était en mai, le Trésor français a rapatrié 5 milliards d'euros à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 5 milliards d'euros. Parce que le processus de ce qu'on appelle la réforme du franc CFA de l'Afrique de l'Ouest serait en marche. Et les devises que la BCEAO, dont elle dispose au sein du Trésor français, s'élèverait à 9,2 milliards à la date du 31 décembre 2020. Alors elle a rapatrié 5 milliards. Il en reste encore. Certainement, elle va encore rapatrier. C'est pour dire que c'est un sanglant démenti pour cet économiste malien qui soutenait en fait qu'il n'y a pas d'argent. En fait, il dit il n'y a rien. Donc, vous faites erreur en pensant qu'on peut prendre une masse et investir dans des obligations et faire des placements. Il disait qu'il n'y a rien. C'est déjà crédité. C'est déjà revenu au pays. Ça veut dire que si c'était un exportateur ivoirien, c'est déjà revenu en Côte d'Ivoire. Mais d'où viennent donc ces 5 milliards qui sont revenus s'il n'y avait rien? Je pense que c'est cette servitude volontaire
Et regardez. Celui-là, c'est un économiste ignorant. Voilà. Ce n'est pas... si vous avez bien constaté, depuis 2015, les Français défendent très peu le dispositif du franc CFA. Chaque fois que les Français, que ce soit le ministre de l'économie ou le gouverneur de la Banque centrale ou les présidents successifs de François Hollande à Emmanuel Macron, chaque fois qu'ils prennent la parole, ils rejettent la responsabilité sur les Africains. Ouais. Ils disent que si les Africains veulent, ça peut évoluer. Ils disent que les Africains ont choisi eux-mêmes ce dispositif et ça leur convient. Cela leur apporte la stabilité et ils sont libres d'en sortir. Et maintenant, qui défend vraiment? Ça, ce n'est pas une défense. Le franc CFA n'est pas défendu par les Français. Qu'est-ce que les Africains disent? Des économistes pareils et des chefs d'État qui prennent la parole, parce que tous ne parlent pas, tous ne défendent pas nécessairement. Mais ceux qui prennent la parole, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est notre monnaie. Nous avons nous-mêmes choisi les dispositifs pour gérer cette monnaie. Cette monnaie a favorisé l'intégration, elle a favorisé la stabilité et nous pouvons changer certains aspects si nous le désirons. Bon, alors, on se rend compte à la fin de la journée que de tous ces arguments, il y a peut-être un seul qui tienne, c'est-à-dire l'intégration. Parce qu'on doit reconnaître que l'UEMOA et l'UMAC sont des raisons, des zones monétaires qui fonctionnent déjà, contrairement aux autres zones monétaires qui sont encore à construire. Et c'est la raison pour laquelle l'écho de la CEDEAO a même un peu de la difficulté, parce qu'il faut tout mettre, il faut tout recommencer, il faut tout commencer à zéro. Il n'y a pas encore d'infrastructure, il n'y a pas de banque centrale de la CEDEAO, il n'y a pas de comité de politique monétaire, il n'y a pas encore une commission bancaire. Or, ces pays disposent déjà de cela, mais ce n'est pas à mettre à l'actif de la France. Ce qu'il faut dénoncer, c'est toujours ce lien tutélaire entre ces pays qui sont gérés par des adultes. Il n'y a pas d'enfant qui est président d'un pays en Afrique de l'Ouest ni en Afrique centrale. Et la France, dont le paternalisme n'a pas d'avenir, le paternalisme français n'a pas d'avenir. Nous souhaitons que l'oligarchie française qui confisque la souveraineté monétaire de nos pays, il s'agit quand même de 155 millions d'habitants. Voilà le destin de 155 millions d'habitants comme ça, qui est géré d'une manière paternaliste, qui est mis en difficulté parce qu'il y a quelqu'un qui estime que vous n'avez pas la capacité de vous prendre en main. Mais je dis que ce paternalisme n'a pas d'avenir. Tôt ou tard, comme le disait Babi dans sa lettre de 2015, les Africains de la zone franc, les 155 millions d'Africains, auront accès à la monnaie et par ricochet au crédit. Parce que nous sommes dans une société de consommation. Nous ne pouvons pas consommer sans produire. Et nous ne pouvons pas consommer sans pouvoir d'achat. Il faut du crédit pour construire les infrastructures, transporter les vivres des zones de production vers les zones pour écouler. Il faut de l'argent pour financer le tissu industriel. Et ensuite, il faut de l'argent pour que des gens achètent des produits industriels. Mais nous sommes cantonnés à un rôle de consommateur, de produits importés. Nous disons que cela va cesser parce que c'est un modèle de vampirisme et aucun être humain ne peut accepter d'être vampirisé pendant 100 ans. J'ai dit dans mon livre, La guerre économique, que le dispositif a duré 70 ans parce que je l'ai écrit en 2019 et j'ai parié qu'il ne peut plus survivre 70 ans. On est plus proche de la fin que du début. Voilà, je me retourne vers vous, Monsieur Babi Sakana. Dans votre lettre adressée au président de la CEMAC, vous faites état d'un fait qui jusqu'ici n'était jamais apparu, la disparition des avoirs en or des pays de la zone Afrique centrale entre 1955 et 1977 et sa réapparition subite en 1978. D'abord, comment vous avez cette information-là? Disons, la première chose, c'est que j'ai toujours eu l'intuition que, compte tenu du comportement un peu criminel de la France sur les actifs africains, sur le patrimoine africain, que l'or étant un enjeu phare de premier plan après la guerre, il n'était pas possible que la France laisse l'or des Africains se balader n'importe comment. C'est-à-dire, ça, c'était l'intuition. Maintenant, il fallait que je retrouve, vous voyez, l'information dans la documentation officielle
de la zone franc. Et à un moment, cette documentation n'était pas disponible. C'est-à-dire que c'est donc la numérisation ou la digitalisation de l'économie qui a favorisé que les différents rapports de la zone franc puissent être numérisés depuis 1953 jusqu'à aujourd'hui. Et dont la question, et ça a été encore réveillé lorsque on a fait l'enquête sur le patrimoine culturel africain. Vous voyez tous les œuvres d'art dont les Français spoliaient l'Afrique, qu'on a décidé qu'en fait il fallait que ces œuvres soient restituées parce que ça a été volé. Et donc, en regardant vraiment en détail, d'abord les statistiques de production de l'or, vous voyez, en Afrique, et en particulier en Afrique centrale. Et la position de l'or dans les bilans, dont le bilan c'était d'abord l'Institut d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, après c'est devenu la banque, et après c'est devenu la BEAC. Donc en vérifiant les bilans, vous voyez, ça dit matériellement, en vérifiant le poste, parce qu'il y a un poste or, avoir en or dans chaque bilan de banque centrale. Il est apparu que dans les bilans de la BEAC, il n'y avait pas ce poste. Mais en comparant au bilan du Maroc, de Tunisie et tout ça, ils avaient bien ce poste en première ligne, puisque tout le monde devait avoir l'or. Il y avait que le système était à parité fixe, dollar-or, avec une parité fixe, c'est-à-dire 35 dollars l'once d'or. Donc, ce qui faisait que tout pays devait travailler pour stocker son or, parce que c'est l'or qui lui permettait de faire ces échanges internationaux. Comment se fait-il donc que l'or des pays de la CEMA, comme de l'Afrique de l'Ouest, la BCA aussi, ne figure pas dans le bilan? Et en pointant bilan par bilan, jusqu'en 1977, il n'y avait pas ce poste. Et il réapparaît donc brutalement en 1978. Je vois en caisse or, il y a un petit montant. D'où vient donc l'or en 1978? Et j'ai donc analysé par rapport au système international et la politique monétaire internationale, la France, pendant la période, parce que la France était là dans les accords de Bretton Woods. Quand on a retenu l'or comme un instrument de référence, tout pays devait se battre, vous voyez, pour accumuler l'or et avoir de l'influence sur le système monétaire. Donc la France a fait augmenter son or de 400 tonnes après la guerre jusqu'à 4600 et poussières de tonnes en 1966. Vous voyez, pendant cette période. Et en 1971, donc, le président américain a décidé qu'il n'a plus suffisamment d'or pour continuer à faire les conversions. Vous voyez que si vous voulez de l'or, vous amenez les dollars, il vous donne de l'or. Voyant que son stock d'or diminuait, il a décidé qu'il ne va plus faire la conversion là, en 1971, le président Nixon. Vous voyez, c'est là que le système monétaire s'est écroulé, le système international. Et on a finalement donc démonétisé, c'est-à-dire au plan officiel l'or, en 1978, avril 1978. Et vous voyez les concordances de timing. Jusqu'en 1977, vous voyez, l'or était le produit phare. À partir de 1978, on a démonétisé. Et c'est là que ça apparaît dans le bilan de la Banque centrale ici de la CEMAC et puis en Afrique de l'Ouest aussi. Vous voyez, et je me suis donc dit que c'est évident que la France a toujours eu cette stratégie, vous voyez, de rente, c'est-à-dire de capter tout ce qu'il y a comme avoir, ressources naturelles. C'était là leur stratégie. Et donc, pour l'or, mais ça doit être traçable, vous voyez. Et donc, il est question que, normalement, nos chefs d'État disent qu'il faut un audit pour qu'on restaure, vous voyez, comme on a fait pour les œuvres d'art, qu'on restaure notre situation d'or, et que cet or-là, la France a actuellement 3000 tonnes d'or. Ce qui veut dire que l'or des Africains est parmi dans ce stock-là. Docteur, aujourd'hui, depuis 1978, effectivement,
l'or est démonétisé, mais l'or continue de jouer le rôle de valeur refuge. Absolument. Ça veut dire que l'économie réelle est censée justifier le coût, la quantité, la masse monétaire qui circule, l'économie réelle. Peut-être dans votre sens, on a le cas de la Russie, la Turquie, voilà. Des pays qui sont en mauvais termes, on va dire comme ça, avec le dollar, qui de plus en plus amassent des réserves d'or. Voilà, lorsque les États-Unis d'Amérique sanctionnent un pays, la conséquence immédiate, c'est l'exclusion du dispositif du dollar. Et ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers des accords bilatéraux. D'abord, les swaps de devises pour pouvoir échanger entre banques centrales. Et ensuite, ils achètent de l'or, ils amassent de l'or. Il y a une frénésie vers l'accumulation de l'or. Mais nous, les pays de la zone franc, est-ce que nous avons la capacité de mener une intense activité d'achat de l'or? Je doute parce que nous n'avons pas la même mise sur nos avoirs en or. Je pense que nos avoirs en or, je doute même qu'ils soient disponibles dans nos banques centrales ici. Il y a une opacité autour des réserves d'or de nos pays, les pays de la zone franc. Mais selon certains, nos avoirs en or se trouvent plutôt dans un coffre-fort au sein du Trésor français. Ça reste à vérifier. Maintenant, nous souhaitons à la Banque de France, nous souhaitons que la lumière soit faite, et la lumière sera faite sur nos avoirs en or. Nous souhaitons également que, loin de vendre nos stocks d'or, lorsque un pays a de l'or, loin de vendre, il est plutôt question qu'il le garde et qu'il utilise cela pour soutenir la création monétaire. Parce qu'au-delà de tout, l'économie réelle peut être combinée avec la possession de l'or pour justifier la création monétaire. Mais pour cela, il faut être souverain économiquement, monétairement. Vous avez d'abord votre monnaie et ensuite vous décidez qu'est-ce qui va vous permettre de faire la création monétaire. Est-ce que c'est votre économie réelle? Est-ce que c'est votre stock d'or? Donc, ce sont des décisions que vous prenez de manière tout à fait souveraine. Voilà, je me retourne vers vous, M. Babi Sakana. On a évoqué jusqu'ici le bilan, on va dire comme ça, le bilan de la coopération, de la tutelle financière, monétaire davantage de la France sur les pays de l'UEMOA, de la CEMAC également. Du coup, j'ai envie de vous demander comme ça, la France, est-ce qu'on devrait continuer à travailler avec la France? Opportunité ou bien menace? Et là, c'est une question importante, puisque nos dirigeants, excusez-moi la voix, nos dirigeants, quand on observe, c'est que lors de notre sommet, le sommet de 2019, novembre 2019, dans leur déclaration, c'est sous-entendu qu'il faut refaire une autre convention. C'est-à-dire qu'ils considèrent donc que c'est une opportunité. Et nous, lorsqu'on analyse vraiment ce parcours de 60 ans, et ces biais d'abus dominante, de gestion de nos avoirs extérieurs, de l'or qu'on ne voit pas où c'est placé et tout. Comment pouvons-nous envisager pour les 10, 15, 20 prochaines années continuer dans ce type d'accord où la performance, comme vous avez vu en 60 ans, on a fait du surplace. La France n'a pas un savoir-faire monétaire particulier. Vous savez que la première banque centrale au monde, c'est la Banque centrale de Suède. La Suède est le premier pays qui avait monté une banque centrale. Et la technologie de central banking, c'est une technologie qui est déjà établie. Elle est mature. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un autre pays pour gérer sa monnaie. Et donc, la France aujourd'hui, pour nous, c'est une menace. C'est-à-dire que continuer à se dire que les Français doivent faire ceci ou cela pour la gestion monétaire de 6 pays, c'est un non-sens. À l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a comme révolution technologique, toute l'avancée dans tous les domaines, la place de la France n'est pas, elle n'était même pas justifiée par le passé, puisque c'est par abus de position dominante qu'elle a imposé en fait les accords. Et c'est ce qu'elle fait actuellement. Elle parle derrière son vrai discours, mais en public, elle déclare un autre discours
qui consiste à dire que c'est nos dirigeants. Les Africains. Ah ouais. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la France est un concurrent. C'est-à-dire que du point de vue économique, au niveau international, les choses ont évolué de sorte que la France, son poids est devenu très minime. Même l'Union européenne, en 1995, il pesait encore quasiment 50% des échanges en Afrique centrale. Actuellement, ils sont à 23%. Vous voyez, quasiment comme la Chine. La Chine pèse 21%, pendant que toute l'Union européenne, c'est 23%. Vous voyez, et donc, il y a eu des transformations systémiques qui font qu'aujourd'hui, même en termes de volume d'instruments, la France est actuellement mal placée pour être un partenaire de référence. Mais en tout cas, pour la gestion monétaire, on n'a pas besoin d'avoir un pays derrière. Et c'est pour ça que c'est le bon moment actuellement qu'ils ont dévoilé leur stratégie en Afrique de l'Ouest. On a vu comment ça a été dévoilé. Le seul rempart, c'est la garantie. Ils appellent garantie financière. Rôle de garant financier, c'est quelque chose qui n'existe nulle part. Et c'est quasiment une invention de mots. Parce que quand on a démontré que le risque qu'une banque centrale a, c'est qu'elle n'ait pas suffisamment de réserves pour honorer les engagements d'importation. C'est un risque de trésorerie, c'est un risque de liquidité. Et toutes les banques centrales du monde savent que pour couvrir ça, il faut signer les accords de swaps, c'est-à-dire d'échange de devises. Et avec les taux d'intérêt, ce n'est pas la faveur, c'est l'état de l'art. On n'a donc pas besoin d'une couverture budgétaire d'un pays. Vous voyez, parce que la France a une ligne budgétaire qu'elle prévoit dans son budget en disant, cette année, je mets par exemple tel montant en prévision du risque, mais cette ligne c'est zéro. Depuis des années, la ligne, là, vous pouvez vérifier dans le budget français, cette ligne, c'est toujours 0 francs. Parce que, en fait, le risque est minime que les banques centrales aient manque de devises. C'est un peu comme si on avait arrêté l'économie et fermé tout. Ce n'est pas possible. D'où l'importance pour nous aujourd'hui de considérer qu'aujourd'hui la France, c'est plus qu'une menace. Il n'est même pas question d'envisager de signer quoi que ce soit encore, vous voyez, avec la France. Et donc, c'est le bon moment pour l'Afrique centrale ici, d'anticiper, de traiter la question de cette garantie en l'écartant. Et dès lors que vous écartez la garantie, il n'y a plus rien. La France n'a rien à apporter. Et en conséquence, vous voyez, nous nous organisons comme toutes les autres banques centrales avec les outils modernes qui sont reconnus pour gérer notre monnaie. Voilà. À entendre donc M. Babi Sakana, Dr Simodjom, on comprend donc que si il est établi que dans le système financier des pays de la zone franc, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, la France a davantage un rôle de menace, il faudrait donc des mesures palliatives. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'on devrait faire? Quelle est, comme ça, la monnaie utilisable? Quelle est la solution à déployer pour avoir une stabilité monétaire en Afrique? Alors, le but visé de la politique monétaire, ce n'est pas toujours la stabilité. À mon avis, c'est d'abord la croissance. Une monnaie doit assurer la croissance. La stabilité, c'est un luxe dont on peut se passer à 95%. Et généralement, on gère la stabilité quand on a déjà la croissance. Donc le but, c'est la croissance. Quelle monnaie pour la croissance en Afrique centrale? Pour répondre à cette question, disons d'ores et déjà que l'éco-version UEMOA qui se met en place n'est pas différente du franc CFA qu'on a toujours utilisé jusqu'ici. Parce que certes, le nom a changé, mais ce n'est qu'un habillage. Le nom, on peut l'appeler autrement. Le fond reste le même. Et nous avons également la fin de la représentation française dans les instances de la BCEAO. Alors, il y a un piège dans la fin de la représentation française parce que
si vous mettez un terme à la représentation française officiellement et qu'à côté, comme le stipule l'article 4 de l'accord de coopération monétaire, vous prévoyez que non seulement la BCEAO rend compte au garant et que le garant est libre à tout moment d'envoyer des personnes pour venir assurer la gestion de la crise, si crise il y a, et que, en troisième position, vos instances doivent abriter une personne nommée intuiti personae, par la BCEAO et le garant. Alors c'est une forme déguisée de modifier la représentation française. La représentation française n'est pas supprimée. Maintenant, la garantie, c'est le cœur de la réforme. Nous nous rendons compte que c'est le cœur. La France ne veut pas le lâcher. Ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest nous permet de comprendre que la France s'accroche. Elle tient au dispositif. Et si elle tient au dispositif, ce n'est pas intérêt. Il y a un intérêt symbolique. Avoir une mainmise, avoir une influence sur un ensemble de pays. C'est quand même 15 pays et c'est quand même 155 millions d'habitants. C'est très important. Elle peut utiliser cette influence pour avoir des symboles au niveau des instances internationales de représentation. Il y a en deuxième position le côté économique. Il y a une rentabilité. Moi, je ne pense pas que si le dispositif de la zone franc n'était pas rentable pour la France, elle y tiendrait tant. Donc, comme nous avons constaté que le nœud, c'est la garantie, il faut donc que l'Afrique centrale réfléchisse par deux fois avant de signer un accord dans lequel il y a encore la garantie. Parce que c'est un piège. C'est peut-être gagner 5, 6, 7, 8, 9 ans de plus. C'est vrai que le dispositif va tomber. Mais pourquoi il ne tomberait pas aujourd'hui? Parce qu'on a perdu suffisamment de temps. Malheureusement, on a un problème de leadership parce qu'au cours de ce sommet extraordinaire de novembre 2019, plusieurs chefs d'État ont pris la parole. D'abord, feu Idriss Déby. Il a été, comme à son habitude, virulent contre la zone franc. Il a été virulent et nous avons vu en cela un espoir. Et également le président équato-guinéen, Théodore Obiang-Nguema, qui a dit « Nous devons quitter la zone franc ». Il y a maintenant le chef de l'État camerounais qui a eu un discours plus neutre. Il y a maintenant enfin le document qui a été remis à la presse. Le document qui a été remis à la presse avait également un ton très enflammé contre le franc CFA. Et il soulignait que la zone franc ne fait plus l'unanimité entre les chefs d'État et les économistes de la CEMAC. Donc, autant d'indices qui montrent que la position de la CEMAC est mitigée. D'abord, c'est lui qui représentait l'aile dure. Entre-temps, n'est plus là. Le président Idriss Déby, il n'est plus là. C'est lui qui représentait l'aile dure en matière de quête de souveraineté monétaire. Il n'est plus là, perd son âme. Maintenant, la question, c'est un sommet s'annonce. Un sommet s'annonce. Cette question va nécessairement être mise sur la table. Vers quelles sont les tendances? Nous sommes prêts à parier que la France active des leviers pour que la question de la garantie reste. Parce que la garantie lui permet d'avoir la même mise et de tirer les bénéfices en termes de seigneuriage. Mais nous pensons également que c'est le moment historique pour les chefs d'État de la CEMAC de tirer les leçons de l'expérience de 8 mois et de signer n'importe quoi avec la France, mais pas un contrat dans lequel il y a une garantie. C'est vrai, il n'y a pas de légitimité pour qu'il y ait une signature avec la France. La France ne représente plus un partenaire privilégié. La France a perdu ce rôle. Et même quand vous avez un partenaire privilégié, rien ne justifie que vous signiez des accords monétaires avec ce partenaire. S'il fallait suivre cette logique, c'est avec la Suisse que nous signerions ou bien avec la Chine, parce que l'un c'est le premier acheteur, l'autre c'est le premier vendeur. Donc, aujourd'hui, comme vous le demandiez, vers quoi est-ce qu'on doit tendre? On doit tendre vers une monnaie souveraine qui est adossée plutôt à un panier de devises et non plus qui est garantie par un autre pays. Donc, il faut constituer le panier de devises. Babi Sakana a déjà proposé l'euro,
le yuan et le dollar. On peut y ajouter peut-être le franc suisse. Donc, l'idée, c'est d'adosser le franc CFA à un panier de devises, les unes qui sont fluctuantes, les autres qui sont stables, pour avoir toutes les marges de manœuvre possibles. La question de la garantie, c'est le venin du dispositif monétaire. Et si l'Afrique centrale devait se prémunir de ce venin, nous serions tout à fait satisfaits de cela. Monsieur Babi Sakana. Le cœur de la réforme, en fait, c'est de dire que les pays, les chefs d'État de l'Afrique centrale doivent aujourd'hui démontrer, en fait, s'ils veulent réellement construire l'intégration en Afrique centrale ou pas. Parce qu'en même temps, on a sur la table la fusion CEMAC-CEAC pour former une seule communauté économique de 180 millions d'habitants avec 11 pays. Et le message que les gens de la CEMAC peuvent donner aux 5 autres chefs d'État, c'est de dire que nous nous séparons en bons termes avec la France. C'est ce que j'appelle l'achèvement de la Convention. La Convention a fait son temps, mais ses résultats sont mitigés. Et donc, il n'est plus nécessaire aujourd'hui où on veut ouvrir un grand marché africain, vous voyez, d'échange, la zone de libre-échange continentale, et qu'on veut développer l'industrialisation. Il est nécessaire qu'on ait un instrument monétaire qui soit autonome. D'où la pièce maîtresse, c'est pour les chefs d'État de se dire que pour la France, vraiment, nous ferons ce bilan, c'est-à-dire on confirme le bilan des résultats et on prend l'option, c'est-à-dire de clôturer la Convention, puisque la Convention le permet, et donc de négocier les conditions de séparation, vous voyez, les conditions d'achèvement, parce qu'on va retirer notre argent comme l'Afrique de l'Ouest le fait, parce qu'on a des avoirs au trésor français, on va les prendre et on va se mettre à les gérer librement. Vous voyez, plus de manœuvres pour la BEAC. Donc, ensuite, tous les Français vont quitter nos institutions, bien sûr, puisque ici, ils sont plus nombreux, ils sont aussi au niveau des censeurs. Il y a un censeur français, c'est-à-dire il y a 2 censeurs, il y a un français, un qui est post-tournant. Donc, ils doivent rentrer chez eux. Nous, on n'a rien à recevoir, on n'a rien à donner aux Français. Rien. C'est plutôt nous qui réclamons. Parce que depuis, ils ont travaillé, vous voyez, dans le sens de dire qu'on vous apporte ceci, on vous apporte cela. Et donc, à partir du moment où on met en avant le fait que, faites attention, à quoi sert la garantie française? Quel est le problème réel que la garantie résout? Comme si c'était un risque, analysons bien ce risque, techniquement, documenté, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et voyons les instruments qui permettent de couvrir ce type de risque dans le monde. Vous voyez, on rend intelligible les instruments monétaires. À ce moment-là, le meilleur choix, c'est de dire que, écoutez, on n'a plus besoin de ce type de garantie, on va utiliser d'autres. Simon avait déjà parlé de le swap de devises. Vous voyez que toutes les banques centrales utilisent pour se couvrir éventuellement pour les manques de devises. D'une part, et d'autre part, nous devons remettre l'or dans le cœur de nos avoirs extérieurs. Vous voyez, c'est que si vous avez un bon stock d'or, vous pouvez vendre. Si ça arrive que c'est compliqué, vous pouvez vendre votre or. Le marché de l'or est très profond. Donc, dans ce sens-là, vous voyez la question vraiment pour les États, les chefs d'État de l'Afrique centrale, c'est de donner une indication qu'ils veulent développer la zone et que nous voulons former à l'inverse de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un projet monétaire au niveau de la CEMAC. Donc, c'est justement, la CEMAC peut l'objet. Oui. La CEMAC peut pousser donc à ce qu'on aille vers, vous voyez, une banque centrale commune, organisée absolument librement,
avec un dialogue parfait avec les autres chefs d'État, mais sans qu'il y ait quelqu'un d'étranger qui soit assis. Très bien, et c'est c'est ça justement le sens de notre combat. Malheureusement, le temps qui nous était imparti ce soir est arrivé à son terme. Merci beaucoup, docteur Maurice Moudjom. Merci, monsieur Babi Sakana, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin cette édition de l'Intelligence du Monde. Restez sur Vox Africa.